Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Créé en 1981, d'abord sous l'appellation ZEP, comme zone d'éducation prioritaire, les REP, réseau d'éducation prioritaire, englobent en 2020 un élève sur 5 et près de 8000 écoles primaires et collèges répartis partout en France. Dans ces établissements, les élèves issus majoritairement des milieux populaires, précaires, accumulent souvent des difficultés scolaires. Pour les accompagner dans leur scolarité, des moyens supplémentaires sont attribués à ces établissements. Professeurs supplémentaires, classes en principe plus petites, dédoublement des classes de CP. Depuis 2015, un REP est composé d'un collège de secteur et des écoles primaires qui s'y rattachent. L'appartenance d'un collège et donc des écoles qui s'y rattachent à un REP est basée sur 4 critères. Le taux d'élèves boursiers, le type de quartier dans lequel ils vivent, les catégories socio-professionnelles des parents, le taux d'élèves ayant redoublé au moins une classe avant l'entrée en 6e. Pour les élèves, plus les élèves sont boursiers, fils ou filles d'ouvriers, d'employés, d'inactifs et vivent dans des quartiers défavorisés, placés sous la politique de la ville, plus il est probable que le collège soit classé en réseau d'éducation prioritaire. Pour faire simple, même si le sujet est bien plus complexe, la philosophie des REP est de permettre à l'action publique de donner plus à ceux qui ont moins. Or, le rapport Azéma-Mathieu vient changer cette donne. Et la secrétaire d'État Nathalie Elimas, en charge de l'éducation prioritaire, a clairement affiché son intention de mettre en œuvre les propositions de ce rapport. D'abord avec une phase d'expérimentation pour les académies de Lille, Marseille et Nantes, avant une future généralisation. En quoi consistent ces préconisations? Elles sont de plusieurs ordres et j'en retiendrai quelques-unes. En effet, ce rapport propose de supprimer la carte nationale des écoles et collèges classés REP pour une politique locale. Ainsi, chaque rectorat déterminera quels établissements en difficulté ont droit à des aides et passera un contrat de 3 ans avec les fameux élus. Mais quels seront ces critères? Seront-ils objectifs ou fonction d'autres appréciations? Autre point, à moyen constant, nous allons assister à un transfert de ressources financières et humaines des quartiers prioritaires de la ville ou de zones urbaines ghettoisées vers les zones rurales dont la situation pourrait relever d'une politique spécifique qui n'a rien à voir avec celle menée dans des quartiers, notamment politiques de la ville. On peut déjà noter par ailleurs que des REP existent déjà en zone rurale. Manifestement, l'État renonce au cœur même de l'éducation prioritaire qui est de mettre en place un réseau avec des établissements concernés et l'environnement local, comme les associations ou les collectivités. Il n'est pas question de retrouver dans mon propos une quelconque opposition entre les zones urbaines fragilisées et les zones rurales qui, elles aussi, rencontrent des difficultés, parfois même sous-estimées. Notre responsabilité politique et publique nous impose de trouver des réponses et des engagements forts, aussi bien humains que financiers, pour chacun de nos territoires, urbains et ruraux. Il m'est utile de préciser que l'école publique n'est pas un marché qui doit être soumis aux règles de la concurrence. C'est un bien commun qui appartient à tous. C'est l'école de la République, laïque, qui construit année après année, génération après génération, la citoyenneté des plus jeunes. Aussi, nous devons rester forts et unis devant des pratiques clivantes que représente cette suppression de la carte des REP. Si nous devons accompagner les difficultés scolaires et rompre avec l'échec scolaire des plus jeunes, cela ne pourra pas se faire en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Monsieur le Président, chers collègues, le rapport 2 de la Commission 5 portant sur le schéma territorial annuel d'évolution scolaire dans le premier degré précise justement que notre département dispose de 4 REP, dont notamment un sur le quartier de la Fontaine-Douche. Il prévoit notamment une démarche de contractualisation entre l'État, notre département et les élus locaux du territoire afin de proposer un nouveau levier de revitalisation du milieu rural visant à améliorer l'attractivité de l'école dans les territoires ruraux de la Côte d'Or. C'est bien évidemment une démarche à suivre à laquelle je souscris. Mais je m'interroge et je m'impose donc de vous poser cette question. Le département de la Côte d'Or se positionne-t-il déjà sur cette nouvelle étape de l'éducation prioritaire voulue par le gouvernement? Enfin, pour clore mon intervention avec un brin de réalisme et d'optimisme, la politique des REP peut être jugée insuffisante, comme dans sa mise en place avec ce qu'on appelle les écoles dites orphelines. Certains pourraient estimer que les résultats doivent être contrastés. Je pense qu'ils doivent plutôt être circonstanciés. Cependant, une chose est sûre, les indicateurs montrent que cela fonctionne. La politique des REP a apporté des parcours de vie positifs, empreints de réussite scolaire et professionnelle. Cela a été permis par des effectifs supplémentaires, par la formation des enseignants, par des combats des directions d'école et de parents d'élèves,
pour reconnaître la nécessité d'adapter leur fonctionnement pour la réussite des élèves. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader les conditions d'exercice des écoles qui sont actuellement en REP. L'optimisme que je porte aujourd'hui, c'est l'espoir de nous voir porter d'une même voix le fait qu'il ne serait pas sain de diminuer les moyens alloués à l'heure actuelle au REP et qu'il est utile d'apporter de nouvelles ressources aux zones rurales pour l'éducation des enfants, de nouvelles ressources nettes et non un transfert de moyens financiers. J'en ai la ferme conviction, l'action de l'école ne peut pas se traduire par une économie de moyens. Elle doit être synonyme de réussite de tous les élèves en zone urbaine et en zone rurale. Merci.